Erwan, juste avant l'interview, tu penses que tu peux faire quelque chose là pour mes pectoraux qui sont. C'est un peu mou du gland là, je trouve. Ouais, je crois que je peux faire quelque chose. Attends, donne-moi la caméra. Non, Hop là. pas tout de suite. Ah mais si, Non, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, allez, on y va. Mets-toi au sol, tu vas me faire des pompes. Ah ouais, en plus. Non, mais des vraies pompes. Poitrine par terre et tu remontes. Descends, 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 relève tes fesses. Allez, 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 allez. Voilà du pec. Tu veux du pec? Voilà du pec. J'en fais combien comme ça? Allez, tu fais ton max. Bon, attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Hein. Erwan Mantéo, bonjour. Bonjour. Bon, je suis hyper content de faire ta connaissance parce que je déjeunais avec un ami. Et cet ami qui mangeait un carpaccio de bulot, qui avait perdu 10 kilos, j'avais peine à le reconnaître, me dit écoute, il faut absolument que tu rencontres un mec, c'est Erwan Mantéour. Ce type est incroyable, il a vécu 3 vies. Alors, je me suis documenté et effectivement, tu as eu 3 vies, parce que tu as commencé comme cycliste, cycliste dopé, même on peut le dire, et auteur d'un livre Secret défonce ma vérité sur le dopage, hein, je pense qu'il veut dire ce qu'il veut dire. Après, tu as été chanteur. Et aujourd'hui, tu es coach avec une méthode qui s'appelle FitNext, donc que tu as développée avec des médecins, avec beaucoup de gens, qui est à la fois un livre et une méthode sur Internet. Mais d'abord, j'ai envie de parler de ta première vie. Je crois que tes copains t'appelaient Erwan Mentalo. Ouais. Et il me semble que tu carburais pas qu'à la Mentalo. Non, j'ai embrassé la carrière, quoi. Et donc embrasser la carrière, ça veut dire prendre des trucs un peu chelous. Chelou et pas chelou. Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre que tu connaissais déjà parfaitement tous les médicaments, toutes les techniques avant même d'avoir commencé à être dopé. Ah bah oui, en fait, d'abord... C'est enseigné dans les clubs de cyclisme ou... Non, mais j'avais un grand frère qui était professionnel, Ouais. et je le voyais se piquer à la maison, je regardais ses boîtes, je me demandais ce qu'il faisait, je me demandais pourquoi il faisait ça. Donc en fait, il y a une vraie différence avec les cyclistes d'aujourd'hui, hein, c'est que nous, on n'avait pas du tout l'impression que c'était du dopage, qu'on faisait mal, on n'avait pas l'impression de tricher. Pour nous, c'était juste satisfaire une des exigences de ce métier. Parce qu'au départ, c'est surtout des médicaments d'ailleurs qui sont en vente pour soigner les gens, que vous utilisiez pour masquer des douleurs. C'était un dopage beaucoup plus léger que maintenant. Ouais. Pour donner une image, si tu veux, si c'était des armes, on était avec des flèches, quoi. Aujourd'hui, ils sont avec des armes atomiques. Voilà. Et ils sont toujours dopés aujourd'hui au Tour de France? Moi, je suis un peu naïf, hein, tu sais. Non, ouais, je vais essayer de mettre les choses... Parce que là, on a vu qu'il y avait quelques Français qui avaient gagné des étapes il faut contextualiser les choses. Ils sont chargés à mort, c'est eux qui ont les meilleurs coachs. Les coachs, maintenant, c'est des médecins, c'est quoi? 98, 100% du peloton se dopait. 98, d'accord. En 1998. Moi, j'ai arrêté en 97, mais à mon époque, 100% du peloton se dopait. J'ai connu 2 mecs, moi, qui ne se sont pas dopés, c'était Gilles Delion et Christophe Basson. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que il y a 75% du peloton qui ne se dope pas. Après, il y a une chose qui est une évidence, c'est que la triche, c'est consubstantiel à l'homme. Dans tous les compartiments de la société, on triche. Si tu me disais, est-ce qu'il y aura encore des abus de biens sociaux parmi les politiques? Je te dirais, ben ouais. Est-ce qu'il y a des mecs honnêtes? J'espère. Dans le peloton, on se dope beaucoup moins, d'autant plus qu'aujourd'hui, un mec qui se dope, il y a une vraie volonté de tricher. C'est pas désacralisé, c'est pas banalisé. Se doper, il faut organiser une intelligence pour pouvoir se doper aujourd'hui. Donc le mec, il sait qu'il triche, il sait qu'il fait quelque chose de mal. À notre époque, c'était pas ça. Donc vraiment, le cyclisme a fait sa révolution. C'est le sport qui est le plus contrôlé. Il y a 1,2%, je crois, de contrôle positif dans le vélo. Si on faisait le même nombre de contrôles sur un an qu'il y a dans le vélo, dans le foot, on serait à 30%, 40%. Tu veux, il y a un truc qui me choque, tu vois, moi en 97, je suis le premier coureur de l'histoire à être arrêté à cause du contrôle sanguin. Premier contrôle sanguin de l'histoire, c'était moi. Je suis positif à Paris-Nice. Parce que j'étais au-dessus de cette limite arbitraire fixée par l'UCI de 50% d'hématocrite. À la même époque à peu près, tu as un mec qui est à la Juventus de Turin, qui s'appelle Didier Deschamps, qui est notre sélectionneur national. Il était à 51,5 pendant plusieurs mois. C'est Damien Ressio dans l'équipe qui a sorti le truc. Il n'y a que Damien Ressio qui en a parlé. Et en l'occurrence, Didier Deschamps, s'il avait été cycliste, il n'aurait plus pu exercer son activité. Tu veux dire que le cyclisme, c'est le sport qui permet de cacher tous les autres sports Oui, c'est le cyclisme, c'est la bonne conscience du sport, quoi. On se dope dans le vélo, donc on ne se dope pas dans les autres sports. C'est-à-dire quand tu vois Nadal qui
qui gagne 7 fois Roland Garros en 8 ans, on dit putain, c'est magnifique, quel talent. Si c'est Lance Armstrong qui gagne 7 fois le Tour de France, mais quel chargé. Tu veux dire que Rafael Nadal se dope? J'en suis convaincu, mais après, j'ai pas de preuves, donc. C'est ce que je te dis, je pense que ces performances sont stupéfiantes. Ouais. Alors quand tu arrêtes le cyclisme, tu décides de te reconvertir. Et alors, tu dis, voilà, comme j'ai une bonne expertise du dopage, des produits stupéfiants, etc., je vais choisir le secteur dans lequel on aime bien ce genre de produits aussi, c'est le show business. Et donc, tu décides de devenir chanteur. Ouais, enfin c'est des enfants de cœur dans le showbiz à côté C'est vrai du vélo de l'époque, ouais. Ouais, ils sont restés aux produits très simples. Ouais. J'étais au niveau tout de suite. Et là, alors, le schéma ultra classique, c'est que toi, tu es plutôt rock dans ton esprit. Disons que j'ai une esthétique rock de l'émotion au départ. J'avais envie de faire du rock, mais entre vouloir faire du rock et faire du rock, c'est compliqué. Surtout quand c'est Max Guazzini qui te fait signer chez Universal. Voilà. Est-ce qu'ils ont d'autres projets pour toi qui vont plus faire de toi un chanteur à minette? Voilà. Parce que ça a plus un potentiel en matière de vente. Ouais. Et donc forcément, ça se passe pas très bien, je crois, avec la maison de disques. Ah, moi, j'ai été pendant longtemps en lutte, quoi. D'ailleurs, je pense que j'en ai beaucoup souffert. J'ai toujours beaucoup d'affection pour les gens avec qui j'ai travaillé. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec ma femme, mais à l'époque, j'en ai beaucoup souffert, quoi. Je devenais fou, je me tapais la tête contre les murs. On voulait me faire chanter, pas des reprises de Dalida, parce que j'ai le plaisir de dire ça au sujet de Max, mais c'était limite. Il m'a quand même fait faire une reprise de, comment elle s'appelait Nana Mouskouri? Non, mais pas loin. Patrick Nègre aime beaucoup Nana Mouskouri. Ouais, je sais. Ils ont réussi à lui faire encore un album récemment. C'est hallucinant. Mais voilà, je faisais des trucs que je voulais pas faire. Donc après, il y avait vraiment un truc schizophrénique. D'un côté, je bossais avec Miosek, et de l'autre côté, on me faisait faire une reprise d'une chanteuse des années 60. C'était compliqué. J'imagine. Ouais. Et surtout, on ne me laissait pas écrire ou composer. On m'apportait toujours des choses déjà faites en me disant ça c'est un tube, ça c'est un tube. Et moi j'ai toujours essayé de comprendre ce que c'était un tube. Et Max avait toujours cette phrase, il disait c'est le public qui décide. Sauf que le public il décide de ce qu'on lui donne aussi. Donc je ne sais pas si avec cette philosophie-là, les Beatles auraient vu le jour aujourd'hui. Bon, malheureusement, le public n'a pas décidé de te propulser aux premières places du top 50. Et donc on arrive à ta troisième vie. Ouais. Et alors ta troisième vie, j'ai envie de dire, c'est un peu le mec. Je crois que tu as acquis une immense expérience justement de la connaissance du corps, de la réaction, des réactions chimiques, des médicaments, des aliments sur le corps. Je pense surtout pendant ta période cycliste. Et au lieu d'utiliser, on va dire, ces connaissances pour te détruire, tu décides d'utiliser ces connaissances pour le développement personnel. Ouais, alors il y a eu tout un process. D'abord, forcément, quand tu utilises ton corps comme outil de travail, que c'est une Formule 1, il faut que tu en aies une connaissance excessive. Il faut vraiment que tu habites chez toi, que tu connaisses ton corps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai travaillé avec des grands professionnels du dopage et qui ont fait optimiser mon corps à l'époque. Donc, il fallait que j'en ai une bonne compréhension. Ça, j'en ai tiré une grosse expérience, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai eu des problèmes de santé assez sérieux, mais ça n'a pas été le premier électrochoc dans ma vie. Ça a été, quand j'ai eu des problèmes de santé, à la limite, c'était une chose normale au regard de tout ce que je m'étais foutu dans la gueule avant. Mais un petit peu plus tard, c'est ma nana qui est tombée malade, et elle a été malade pendant 4 ans. Et en fait, il y avait une profonde injustice de voir cette nana jeune, qui n'avait jamais fumé, jamais bu, qui était entre la vie et la mort. On faisait des allers-retours incessants à l'hôpital. Et là, j'ai eu envie de trouver des solutions alternatives parce que j'avais des choses qui me choquaient un petit peu chez les médecins. On leur demandait par exemple qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut changer son alimentation? Non, surtout ne changez rien, le traitement va faire son effet. À un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire et on a trouvé des solutions alternatives et on s'est tourné vers la naturopathie, la médecine chinoise. Et forcément, quand c'est une question de vie ou de mort, tu t'intéresses d'une manière complètement différente. De là, j'ai commencé à m'occuper d'autres personnes. Je suis revenu dans une salle de sport, parce qu'entre-temps j'ai quitté la musique, ça a été une histoire difficile, je quitte la musique, ma femme est malade. Faut revenir dans la vie, quoi. Et j'ai fait ce que je savais faire de mieux, je suis revenu sur un vélo dans une petite salle de RPM, dans une salle parisienne, et j'ai commencé à coacher des gens. Et mes méthodes alternatives ont eu beaucoup de succès. Et
de ces méthodes-là, j'ai commencé à m'occuper de people, de politique, de chef d'entreprise. Et j'ai eu envie d'en faire profiter les gens en général, quoi. C'est là que c'est venu la méthode. J'ai décidé d'écrire un livre. Et puis surtout de créer une plateforme intelligente. Parce que moi j'étais fasciné depuis le début de ma vie par cette intelligence qui est déployée autour de l'athlète de haut niveau dans un souci de performance. Et moi je voulais en faire un outil de santé durable. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment manger pour être en bonne santé, ils ne connaissent pas l'importance du sport pour sortir les poubelles. Et on a créé un outil avec des médecins, des néphrologues, cardiologues, des naturopathes, pour faire un outil de santé durable. Il y a une grosse pique quand même contre le régime Dukan dans cette méthode. Bah oui, c'est une aberration. C'est une aberration. Pourtant, ça a eu un succès phénoménal, ce régime. On en parle tout le temps. Le mec, il a vendu des milliards de bouquins, etc. Alors, comment t'expliques le succès de cette méthode et pourquoi tu l'as décrit autant? D'abord, c'est pas un argument de dire que parce qu'on a du succès que c'est bien. Dire la cigarette a du succès, l'alcool a du succès, la cocaïne a du succès. Lady Gaga a du succès. Lady Gaga a du succès. Bon, moi j'ai rien contre Pierre Ducan, c'est un énorme communicant. Il a fait un énorme business. En tant qu'entrepreneur, je suis assez admiratif. Le vrai problème de fond, c'est que les gens sont pressés de perdre du poids. Ils veulent que ça aille très vite. Et effectivement, c'est le régime qui fait perdre le plus vite du poids. Pourquoi? Parce que les petites bonnes femmes à l'intérieur qui s'occupent de notre corps, tu arrêtes de leur donner des sucres. Elles, du coup, elles transforment les graisses en sucre. Et dès que tu leur redonnes du sucre, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent attention, attention, des fois qu'ils nous reprivent, stockez tout. Et là, tu fais un rebond glucidique. Voilà, c'est pas bon de faire de l'hyperprotéiné, mais c'est efficace. Alors ta méthode, c'est un mélange entre mieux manger et faire du sport. Donc rien de très original sur le j'ai rien inventé. Sur le fond. Qu'est-ce que tu donnerais? C'est quoi les points forts de cette méthode selon toi? C'est la méthode du bon sens. Notre alimentation elle a plus changé en 70 ans que dans les 5 millions d'années précédentes. Or, on a l'héritage de cet ancêtre préhistorique, on a le même code génétique. Mais on ne mange plus rien de ce qu'il mangeait. Déjà, il faut commencer par manger ce pourquoi on est fait. Donc des pommes. Non, parce que Ducan, il fait flipper en faisant manger que de la viande pendant un certain temps. Toi, tu peux faire flipper aussi en disant qu'il faut manger que des pommes pendant 3 jours. Est-ce que ça dérègle pas le système aussi ça? Alors, il faut vraiment séparer les choses. On ne mange pas des pommes pour maigrir. On mange pendant 3 jours des pommes, ce qu'on appelle une monodiète. 3 jours, ça correspond au renouvellement cellulaire de l'intestin. On mange pendant 3 jours des pommes pour désintoxiquer profondément le corps. Si tu manges que des farines blanches, que des protéines, que des sucres raffinés, l'écosystème de tes intestins est malsain. Et du coup, tous les agents pathogènes passent la barrière de la muqueuse et migrent vers l'ORL, les articulations, la peau, enfin, tout ce qu'on connaît comme tous des problèmes de santé chroniques aujourd'hui, et c'est en grande partie lié à notre alimentation. Et ça vient des intestins, puisque c'est le grand capitaine du corps. Donc il faut les désintoxiquer, ces intestins. Quand tu désintoxiques les intestins, tu désintoxiques tout le reste. C'est systémique. Et ensuite, très rapidement, en quelques mots, la suite quelques mots, de ta méthode. C'est 40 jours déjà. Ouais, ça c'est la détox, c'est 40 jours. Voilà. C'est trouver un équilibre alimentaire et puis surtout de faire du sport, intégrer le sport, et que le sport et l'alimentation agissent en synergie. Voilà. Parce que toi, tu vends quand même aussi un corps qui, en 40 jours, va se resculpter un peu. Genre, c'est un petit bourrelet, là. Tu me l'enlèves en 40 jours, là? C'est pas moi qui te l'enlève, c'est toi qui te l'enlève. Oui, bien sûr. Bah, tu sais, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu fais du sport et que genre tu fais là, par exemple, attention si je suis ta méthode, là, mon bourrelet, là, qui est là, je peux l'éliminer en 40 jours ou pas? Ah ouais. C'est jouable, c'est pas... Je suis pas encore... Bon, pas complètement, mais... Ah, il en reste quand même un petit peu. Non, je te branche. Ah non, ouais, bien sûr, en 40 jours, en 6 semaines, c'est extraordinaire les résultats qu'on peut avoir avec un peu de discipline. Puis c'est intéressant de le faire 1 fois par an au moins, pour se débarrasser de tous les toxiques accumulés, faire un reset, quoi. De toute façon, on va tous crever comme des porcs. On va tous crever comme des porcs, ouais. Mais attends, tu me dis ça à moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai cru qu'on allait m'éteindre la lumière, donc je suis conscient de la chance que j'ai aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que toi, t'es un peu le... Donc en même temps, quand tu vois Keith Richards... Oh putain, j'aimerais pas être à l'intérieur. Hein. Ouais, mais il est toujours vivant. Hein. Ouais, ben, Johnny aussi. Hein. T'imagines? Bon, Erwan, on va pas se quitter complètement déprimé.
Non. Il y a une bonne nouvelle quand même dans ton livre, c'est qu'il y a des recettes. Il y a Ouais. des recettes qui ont l'air super appétissantes en plus. Hein. Je crois que tu as pris un chef de la Bigarade, qui est un restaurant Exactement. excellent. Giuliano Sperandio. Il est formidable parce que il a compris la préoccupation des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Il faut aller vite, mais il faut faire bien, il faut faire bon. Donc, encore une fois, on se concentre sur la qualité des choses et on marie des saveurs qui font le truc vraiment. C'est incroyable. C'est facile à préparer et on kiffe. Et on se prive pas trop en fait, hein, j'ai l'impression. Ah non, mais c'est pas un régime privatif du tout. Hein. On est vraiment à l'opposé des régimes hyperprotéinés, hypocaloriques. C'est pas la privation. On se concentre sur la qualité des apports. Bon, bah, je crois que je vais essayer moi. Allez, c'est parti. Allez, monte ton bouquin à la caméra. Voilà, donc c'est un bouquin, c'est aussi une méthode sur internet, avec le lien qui s'affiche sur votre écran. Ça fait très télé de dire ça. Ouais. Je sais. Fitnex.com. Erwan, merci beaucoup. Et puis moi qui te remercie. bah, à très bientôt. Magnifique. Ah putain, j'ai plus de force pour l'interview là. J'ai la baffe qui coule là.